Il y a eu une confrontation entre l'Iran et Israël après qu'Israël a attaqué Daïa, dans le sud du Liban. L'Iran a alors riposté contre Israël. L'attaque iranienne s'est essentiellement concentrée sur le nord du pays. Ensuite, Israël a frappé l'Iran. D'après ce que j'ai appris sur cette attaque israélienne, ce n'était pas grand-chose. Ils n'ont pas atteint leur cible, ou bien ces cibles n'étaient pas jugées très importantes par les Iraniens. Et la réponse iranienne à cette action d'Israël, c'est qu'ils ont visé des bases un peu partout. Selon ce que les Israéliens nous disaient, ils avaient tout intercepté. Aucun dégât, rien ne s'était passé. Puis, des images sont sorties montrant que la base aérienne de Ramat David avait été touchée. Aujourd'hui, Israël a reconnu qu'après avoir publié ces images et déclaré qu'ils enquêtaient sur l'ensemble de l'affaire des missiles ayant touché la base aérienne, il n'y avait, selon eux, ni victimes ni dégâts pour le moment, mais que l'enquête se poursuivait. Puis, soudainement, hier, Donald Trump est intervenu en disant qu'un hélicoptère Apache se trouvait dans le golfe Persique, en patrouille dans le détroit d'Ormuz. Il a été touché, frappé par quelque chose. L'Iran aurait atteint l'hélicoptère. Les deux pilotes sont vivants, ils vont bien. Ils n'ont pas été blessés, rien ne leur est arrivé. Ce qui était assez incroyable à entendre. Et il a ajouté qu'il allait réagir. Plus tard, il a précisé que non, finalement, ce n'était pas si grave, qu'il ne réagirait peut-être pas. Et puis, dans son interview avec CBS News, après avoir dit que ce n'était pas très grave, il a ajouté qu'il pourrait répondre à cela. Donc, notre compréhension, c'était qu'il allait effectivement réagir. On s'attendait à une réponse limitée de la part des États-Unis. Ils ont attaqué la nuit dernière. Ils ont frappé l'île de Sirik, l'île de Keshm et le port de Jask. Les cibles ont été touchées. Une tour de télécommunication a été atteinte à Sirik. 2 réservoirs d'eau ont été touchés. Ensuite, il y a eu la riposte iranienne à ce qu'avaient fait les États-Unis. L'attaque a visé Bahreïn, le Koweït et la Jordanie. Les Iraniens ont déclaré avoir frappé 21 cibles, ou du moins avoir visé 21 sites importants, notamment des bases aériennes américaines ou des zones sensibles au Koweït, à Bahreïn et en Jordanie. Voilà, c'est tout. C'est l'ensemble de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Aujourd'hui, Donald Trump a déclaré, en gros, que selon lui, l'armée iranienne est dans un état de désordre total. Une grande partie, comme la marine et l'armée de l'air, n'existerait même plus. Ils auraient été complètement vaincus. L'Iran, dit-il, ce n'est que des paroles, pas d'action. Le tyran du Moyen-Orient est mort. Ils ont mis trop de temps à négocier un accord qui aurait pourtant pu être excellent pour eux. Et maintenant, ils vont devoir en payer le prix. Autrement dit, si je comprends bien, il n'y a plus aucun intérêt à négocier avec les États-Unis. Alors, quelle est votre lecture de la situation? Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Et que pensez-vous de ce que dit Donald Trump? Le truc, Nima, c'est que c'est ce qu'il dit aujourd'hui, ou plutôt ce matin, heure de Washington. Mais ce soir, avant d'aller se coucher, il pourrait dire quelque chose de complètement différent. Et demain matin, encore autre chose. Donc, je ne peux pas vraiment accorder beaucoup de crédit à cette phrase. Ils vont devoir payer le prix ultime. Et tu pourrais très bien le voir, demain ou un peu plus tard dans une interview, dire quelque chose comme « Eh bien, je pense qu'on peut rencontrer le guide suprême. Il a l'air sympa, c'est un jeune homme fort, un type bien. » Il va faire tout ce va-et-vient habituel. Les partisans de Donald Trump disent « C'est justement ce qu'on aime chez ce président. Il est tellement imprévisible. Il n'est pas comme les autres présidents, ces autres dirigeants faibles, comme Biden, qui est tellement prévisible. » Trump est imprévisible. Et c'est justement ça qui fait peur à ses ennemis, parce qu'ils ne savent jamais ce qu'il va faire ensuite.
Eh bien, j'ai une petite révélation pour vous. Donald Trump ne sait pas non plus ce qu'il va faire ensuite. Et ça, c'est la partie qui n'est pas dans l'art de la guerre de Sun Tzu. Si vous ne savez pas ce que vous faites, votre ennemi ne le sait pas non plus. Et c'est bien là le problème. En ce moment, il n'y a aucune stratégie du côté des États-Unis. Ils se sont enfermés beaucoup trop profondément dans leur position. Beaucoup reposent sur de fausses hypothèses, des prémices erronées, de la propagande et même des mensonges purs et simples. Et ils passent énormément de temps à gérer l'espace de l'information, comme vous le savez. Il y a aussi tout le profit qu'ils tirent du pétrole et des marchés boursiers, qui continuent sans interruption sous cette administration. Alors, d'abord, je dois dire que je ne suis pas convaincu. Je vois des rapports contradictoires sur la question de savoir si l'Iran a vraiment abattu cet hélicoptère Black Hawk. Les États-Unis, ou CNN, ont indiqué que c'était un drone Shahed qui l'avait touché. Je sais que les drones Shahed ne volent pas à une vitesse très élevée, donc je ne comprends pas bien comment il aurait pu percuter un Black Hawk. Certaines sources iraniennes disent d'ailleurs qu'elles pensent que l'hélicoptère s'est écrasé, sans forcément avoir été touché. Et ça arrive souvent. Avec le nombre de sorties aériennes et de missions effectuées, il y a forcément des pannes, et parfois un appareil finit par s'écraser, sans parler de l'entretien, de la logistique et de tout ce qui va avec. Franchement, un hélicoptère Black Hawk dans le détroit d'Ormuz, c'est déjà hors zone. Et ils sont déjà en train d'exagérer. Donc il y a des questions sur ce que c'est vraiment. Une chose que je peux dire, c'est que si je crois que l'appareil s'est écrasé plutôt qu'il n'a été abattu, alors par définition, c'est une opération sous faux drapeau. Parce que si l'avion s'est écrasé et qu'ils s'en servent ensuite pour dire qu'il a été abattu, puis qu'ils utilisent ça comme prétexte pour une escalade, eh bien, c'est par définition une opération sous faux drapeau. Les États-Unis utiliseraient donc leurs propres moyens militaires en les faisant s'écraser ou peu importe. En aucun cas, ça ne devrait justifier une réponse proportionnée de la part des États-Unis. Ils affirment que les pilotes ont été secourus. Mais alors, est-ce que les pilotes ont vraiment été secourus ou pas? On n'en sait rien. Est-ce qu'on connaîtra un jour leur nom? Probablement pas. Comme le raid raté d'Ispahan pour récupérer la poussière nucléaire. Alors que le soldat Ryan n'a toujours pas de nom. Il devrait être un héros. Il devrait y avoir un grand film hollywoodien sur son sauvetage audacieux. Vous voyez, le sauvetage de cet aviateur en Iran. Alors, qu'est-ce qu'on peut croire venant des États-Unis? Rien. Absolument rien. Ça n'a aucun sens. Et même si c'était vrai, le détroit d'Ormuz n'est pas une zone à patrouiller. Ce ne sont pas des eaux internationales. C'est le territoire d'Oman et de l'Iran. Point final. Les États-Unis n'ont rien à faire là-bas et aucun droit de faire voler des hélicoptères Black Hawk pour imposer un blocus naval dans cette zone. Et ils utilisent déjà des avions américains pour tirer sur des pétroliers vides, des navires qu'ils prétendent être sous sanction. C'est tout simplement de la piraterie, une sorte de racket international. C'est vraiment la meilleure façon de décrire ce qu'ils font. Ils se sont enfermés dans une situation dont ils ne peuvent absolument pas sortir. Et il va y avoir de plus en plus de facteurs qui risquent de provoquer une escalade. On pourrait donc se retrouver avec un conflit qui dure, d'intensité relativement faible, juste pour sauver la face, pour rester impliqué, sans aller trop loin dans l'escalade avec l'Iran, mais juste assez pour que les États-Unis puissent se justifier et gagner du temps pour le réarmement d'Israël et des forces américaines, avec les positions qui leur restent encore dans la région. Voilà une façon de voir les choses. L'autre scénario, c'est s'il y a une énorme escalade.
Parce que si on prend au mot la menace que Trump vient de lancer, selon laquelle l'Iran va payer le prix, eh bien, combien de temps les États-Unis peuvent-ils vraiment soutenir un bombardement massif contre l'Iran? 2 semaines, maximum. 2 semaines, pas plus. Et la riposte de l'Iran, elle, sera énorme. Vraiment énorme. Et si, par exemple, je te donne un cas concret, Nima, les rapports disant que des F-35 israéliens ont reçu un ravitaillement en vol au-dessus de l'espace aérien saoudien sont vrais. Et à mon avis, ça en a tout l'air. Alors les bases saoudiennes deviennent des cibles légitimes. Mais devine quoi d'autre devient une cible légitime. L'Arabie saoudite a permis à Israël et aux États-Unis d'utiliser son espace aérien pour traverser l'Irak et ensuite frapper l'Iran. Ça veut dire l'aéroport Ben Gurion. L'aéroport Ben Gurion, qui sert à héberger tous les avions ravitailleurs américains en vol. Plus de 60 appareils de ce type, d'après ce que j'ai vu sur les photos et ce que les gens ont rapporté, devient alors une cible prioritaire sur la liste. Franchement, je ne vois pas comment les États-Unis ou Israël peuvent sortir de ce dilemme. Parce que si les Israéliens cherchent désespérément à fuir en temps de guerre et que cet aéroport est détruit ou rendu inutilisable, c'est déjà, de fait, un énorme problème. Des centaines de vols ont été annulés, simplement parce qu'il n'y a plus de place sur le tarmac pour les avions de passagers. Il est déjà saturé par les appareils militaires américains. Imaginez que l'aéroport Ben Gurion soit frappé par des missiles iraniens de façon continue, avec en plus des tirs venus du Yémen et des attaques de drones du Hezbollah. Et alors, qu'est-ce que le peuple israélien ferait dans une situation pareille? Il supplierait le monde d'envoyer des bateaux vers Haïfa pour les évacuer vers Chypre et l'Albanie. Peut-être qu'ils essaieraient de rester là-bas, de construire quelques colonies sur l'île de Kouchner, mais ça n'arrivera pas. Franchement, je ne vois pas comment tout ça pourrait durer. Rien de tout ça n'est viable. Donc oui, c'est difficile. Je sais que les gens veulent entendre une réponse du genre « Qu'est-ce que vous pensez que Trump va faire ?» Mais il change d'avis tout le temps, alors c'est impossible de dire quelle est sa position à un moment donné. Je regarde simplement les chiffres, ce que chaque camp a en position, les munitions et les moyens militaires qu'il peut utiliser. Et l'Iran a l'avantage dans l'équilibre des forces dans la région en raison de ses flottes de missiles et de drones, et aussi parce qu'il contrôle de fait le détroit d'Ormuz. Le blocus américain, lui, n'est qu'une gêne, et il n'est pas non plus impénétrable. Des navires passent quand même. L'Iran peut continuer à tirer sur des navires commerciaux, utiliser l'armée américaine pour détruire des navires non armés. Pour les États-Unis, c'est plutôt embarrassant. Mais est-ce vraiment la meilleure façon d'employer la force militaire la plus puissante de l'histoire de la planète, celle que les États-Unis ne cessent de vanter toutes les 5 minutes? Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est faire exploser des bateaux vides. Parce que franchement, on dirait que c'est la principale activité de l'armée américaine en ce moment. C'est un peu une honte ridicule, à vrai dire. Et encore une fois, ce n'est pas tenable non plus. Ils ne pourront maintenir ce blocus, cette espèce de simulacre de blocus, encore très longtemps, vraiment pas longtemps. Et en plus, ce n'est même pas efficace. Il y a déjà toutes sortes de contournements qui ont été tracés, que ce soit par la mer, par voie terrestre ou le long de la côte sud de l'Iran. Donc en réalité, c'est surtout un outil de communication politique pour Trump, à usage interne. Mais à part ça, ça n'a pas beaucoup d'utilité. D'après ce que je comprends, Patrick, la riposte des États-Unis était une réponse à ce que l'Iran a fait contre Israël, la dernière série d'attaques iraniennes contre Israël, parce qu'Israël n'a montré aucune capacité avec son attaque offensive contre l'Iran. Le pays n'a tout simplement pas les moyens,
surtout en matière de défense aérienne. Alors, pour ceux qui prétendent qu'Israël, sans les États-Unis, pourrait faire quoi que ce soit en Asie de l'Ouest, je pense que c'est une illusion. C'est complètement illusoire. C'est pour ça qu'ils ne vont pas laisser les États-Unis quitter la région. C'est ça l'objectif final. Il n'y a aucun moyen pour les États-Unis de se retirer de cette zone. Je ne vois pas ça arriver avec l'administration Trump et ces gens-là, ces ultrasionistes aux États-Unis. Ils vont rester sur place, en Jordanie, peut-être en Israël, à Diego Garcia, en Grèce. Ils vont trouver un moyen de rester là-bas. Eh bien, ils ne partiront pas volontairement en tout cas, mais ils pourraient être forcés de partir. Et ça, c'est clairement une possibilité réelle. Sous quelle forme et dans quel délai, c'est une autre question. Mais si on regarde par exemple le fait qu'ils utilisent l'aéroport Ben Gurion, un aéroport civil, comme principale base aérienne en Asie de l'Ouest, c'est un niveau de désespoir assez difficile à comprendre, franchement. Mais c'est à peu près tout ce qu'il leur reste. Et la raison pour laquelle ils en sont là, c'est que l'Iran a fait quelque chose que beaucoup de gens n'avaient peut-être pas prévu. Ils ont traité tous les pays du CCG comme des co-belligérants dès que ce conflit, cette nouvelle phase de combat a commencé. Et en faisant ça, ils ont en gros rendu la présence militaire et géostratégique des États-Unis dans la région quasiment inutile. Ils ont réussi à mettre la pression sur tous les alliés américains impliqués dans cette affaire. Et ensuite, les dégâts économiques et les privations qui en ont découlé pour le Qatar, les Émirats arabes unis, le Koweït, Bahreïn et l'Arabie saoudite sont considérables. Et ça a marché, oui, ça a vraiment marché. Ça n'a pas complètement dissuadé les États-Unis, et certainement pas Israël, mais ça a sérieusement freiné les Américains, au point qu'ils ont maintenant très peu d'options pour frapper l'Iran. Très peu d'options aujourd'hui. Ils ont déjà joué toutes leurs cartes. L'Iran frappe durement des installations secrètes au Kurdistan irakien, dans la région du KRG. Il les frappe vraiment. Et c'est énorme. C'est énorme parce que c'était la véritable carte maîtresse que les États-Unis et Israël détenaient depuis le début de ces affrontements. En plus de ça, Téhéran démantèle une grande partie des réseaux de renseignement américains, des espions, des collaborateurs et des agents provocateurs à l'intérieur du pays. Donc oui, clairement, la situation a basculé très vite. L'Iran a pris l'avantage. Il n'y a aucun doute là-dessus, que ce soit sur le plan géopolitique, militaire ou même économique. Les États-Unis ont très peu de leviers de sanctions encore capables de nuire à l'Iran. Tout ce qui pouvait être fait l'a déjà été. De toute façon, tout ce qu'ils font, c'est pousser encore plus de gens à se détourner du dollar, en Asie dans son ensemble, mais aussi à l'échelle mondiale. Et en même temps, ils accélèrent en réalité le développement du réseau des nouvelles routes de la soie de la Chine, ainsi que d'autres solutions terrestres du même type. Ils peuvent armer les groupes séparatistes baloutches, les groupes terroristes, et les pousser à mener des attaques dans le port pakistanais de Gwadar. Tout ça pour perturber et saboter le réseau économique des nouvelles routes de la soie chinoise, un réseau combiné terrestre, maritime et ferroviaire. Un réseau économique d'échange, de distribution, d'approvisionnement et tout ce qui va avec. Tu peux continuer comme ça, mais il y a une limite à ce que tu peux faire. On ne peut pas aller très loin avec cette approche. La stratégie des États-Unis, ce qu'il leur reste, c'est la perturbation et le sabotage. C'est tout ce qu'ils ont encore. Et ils accélèrent clairement le mouvement. Plus d'autres pays se retrouvent coupés de ce réseau, que ce soit des alliés des États-Unis ou des pays arabes engagés dans des politiques de normalisation, plus leurs propres opportunités économiques vont se réduire. Donc ce ne sera pas bon pour eux non plus, économiquement parlant. Un peu comme l'Europe, qui s'est en quelque sorte étranglée elle-même en sanctionnant la Russie et qui a fini par détruire
ou disons suicider, sa propre économie en faisant ça. Donc tout ça ne va pas dans le sens des États-Unis. Ce que les États-Unis ont essayé de faire, et que l'Iran a aussi remis en cause, c'est comme Israël de compartimenter ce conflit. Gaza d'un côté, le Liban de l'autre, et l'Iran à part. En gros, ils disent, bon, c'est entre les États-Unis et l'Iran. Non, c'est pas vrai. C'est entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Et les États-Unis essaient toujours de se présenter comme un médiateur neutre dans tout ça. Mais ce sont eux qui ont déclenché la guerre. Ils soutiennent Israël, ils l'arment, ils lui fournissent tous les niveaux possibles d'aide militaire, et ensuite ils font semblant de jouer les arbitres au milieu. Plus personne n'y croit. Mais ils continuent, parce qu'Israël dépend de cette séparation des fronts. Pendant que les États-Unis affrontent l'Iran, Israël détruit et massacre des gens dans le sud du Liban et massacre aussi des Palestiniens à Gaza. Et ils ont besoin que le monde voie ces conflits comme séparés. C'est un élément vraiment essentiel de la tromperie israélienne, de la façon dont ils manipulent le monde avec ce cadrage trompeur. Et ce que dit l'Iran, c'est non. La source de tous les conflits, de toute l'hostilité, de toutes les morts et de toutes les destructions dans la région, c'est Israël. C'est l'entité sioniste. Et nous en avons la preuve, parce que dès qu'au cours des derniers jours, l'Iran a tiré des missiles sur Israël, qu'a fait Israël? La première chose qu'ils ont faite, c'est couper l'aide aux habitants de Gaza. La toute première chose. Donc Israël dit, nous allons punir les Palestiniens pour ce que les Iraniens ont fait. Parce qu'ils ont osé tirer des missiles sur nous, nous allons punir ces Palestiniens. Et nous allons les utiliser comme moyen de pression contre les Iraniens. C'est exactement ce que fait Israël. Et donc, il y a des preuves. L'Iran n'a même pas besoin de plaider sa cause. Israël a montré qu'il utilisait les populations du Liban et de Gaza comme moyen de pression, comme levier contre l'Iran. Et par extension, les États-Unis, en laissant faire cette compartimentation, permettent aussi à Israël d'agir ainsi. L'Iran, lui, a tracé sa ligne rouge. Il a dit, si vous bombardez Beyrouth, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Nous frapperons des cibles en Israël et nous frapperons fort. Nous viserons aussi des bases américaines. Et c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, c'est donc l'Iran qui fixe les lignes rouges. Les États-Unis et Israël doivent réagir ou choisir de ne pas réagir selon le cas. Autrement dit, c'est maintenant l'Iran qui donne le rythme. C'est ça, le changement de cette semaine. L'Iran mène désormais la cadence de l'action et de la réaction. C'est une grande différence par rapport à la situation d'avant. Ils y parviennent en restant patients pendant cette accalmie dans les hostilités, puis en revenant avec une doctrine et une politique stratégique très claire en traçant des lignes rouges. Et seulement, et je tiens à le dire, Nima, en relations internationales, je suis convaincu, à travers la littérature, mes études et ce que beaucoup d'autres grands chercheurs ont suggéré, que dans le système international, avec le temps, le système finit par pencher en faveur des puissances normatives. Les États voyous, eux, le système ne penche pas en leur faveur. Ces États peuvent créer des problèmes temporairement, mais à long terme, ils seront dépassés par d'autres puissances normatives qui s'allient entre elles. Et la stabilité, elle, se construira grâce à ces forces normatives. L'Iran agit de plus en plus comme une puissance normative. Seule une puissance normative peut tracer une ligne rouge morale. Les États plus faibles ne peuvent pas le faire et ils ne peuvent pas non plus la faire respecter. L'Iran, lui, l'a tracée et il la fait respecter. On pourrait dire que c'est ce que font les superpuissances, mais au minimum, c'est le comportement d'une puissance régionale intermédiaire et d'un acteur normatif dans le système international. Donc, les autres acteurs normatifs, la Chine, la Russie, les pays européens, doivent reconnaître cette dynamique d'action et de réaction, parce qu'eux-mêmes respectent les mêmes règles dans le système international.
ou du moins, ils sont censés le faire. Les États-Unis n'ont pas besoin de se plier au droit international, aux normes, ni à quoi que ce soit de ce genre. Ils peuvent s'y conformer ou non, selon ce qui les arrange, parce qu'ils se sont imposés comme une puissance hégémonique mondiale. Et comme Israël est allié et étroitement lié aux États-Unis, il n'a pas non plus à respecter les conventions sur les droits humains, ni le droit international, ni aucune norme. Et d'ailleurs, ils ne le font pas. Mais le paradoxe du système international, c'est que pendant que la puissance dominante n'a pas besoin de suivre les règles, le reste du système, lui, doit s'unir et s'y conformer. Même si beaucoup ne croient pas au droit international, même s'ils ne pensent pas que les États-Unis le respecteront un jour, ni leur allié Israël, ni même la Grande-Bretagne, par exemple, quand elle agit de la même manière aux côtés des États-Unis. Le reste du monde, lui, doit le faire. Parce que si ce n'est pas le cas, il y aura un chaos total dans le système international et davantage de pays en pâtiront si les hostilités deviennent incontrôlables. Donc, l'Iran a maintenant pris cette position. Et je peux te dire, Nima, que beaucoup de gens n'auraient jamais pu prévoir ça il y a 3 mois. Et pourtant, c'est en train de se produire. C'est incroyable la façon dont ça s'est fait, et tout ça très discrètement. Mais tant qu'ils restent fermes, et je te le dis, Nima, c'est le dernier point là-dessus. Si l'Iran reste fidèle à ses principes, ne cède pas, inclut le Liban dans tout accord de cessez-le-feu, et ne cède vraiment sur rien, plus ils maintiendront cette position, plus les autres puissances normatives du système international le verront. C'est plus sûr, plus prévisible. On peut investir là-dedans, non? Au bout du compte, ils vont finir par accuser Israël d'être la source de l'instabilité, et sans doute aussi les États-Unis, comme beaucoup le font déjà. Mais ça va devenir très clair. Et là, ça ouvre la porte à d'autres pays pour agir, soit par des sanctions, soit par la pression diplomatique. Tout ce que l'Iran a à faire, c'est de maintenir sa position, sa politique, ne pas céder, garder sa ligne rouge, la faire respecter. Et d'un coup, le fait est que si l'Iran reste inflexible sur ces conditions, alors les autres pays devront s'y conformer. Et regardez ce qui se passe déjà. Regardez les tensions entre Israël et les États-Unis sur le plan politique. Il y a de vraies disputes, des échanges d'insultes qui circulent aux États-Unis, le camp sioniste contre Trump, les États-Unis contre Israël, Israël contre les États-Unis. Tout ça, c'est à cause de l'Iran. C'est parce que l'Iran a tracé cette ligne rouge. C'est la cause de ces divisions internes. L'Iran a déjà réussi à créer des frictions politiques entre deux ennemis qui, en principe, sont censés être les meilleurs alliés. Et tout ça, c'est le résultat de ce qu'ils ont fait. Ils auraient pu agir autrement. Ils auraient pu garder tout ça compartimenté et dire « On ne veut pas se préoccuper du Liban, ça va compliquer notre situation ici. Concentrons-nous simplement sur l'Iran et les États-Unis, ou peu importe, sur notre sécurité. Ne vous occupez pas d'Israël et ne parlez pas de la Palestine. C'est ce que feraient la plupart des pays. Mais une superpuissance, ou même une puissance régionale, peut aller plus loin. Et l'Iran fait exactement ça. Regardez les résultats. Ils peuvent rester en retrait et observer leurs ennemis se tirer dans les pattes, se disputer entre eux sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Regardez le Liban. Je veux dire, vous avez vu l'interview de Christiane Amanpour avec Joseph Aoun, le président libanais, il y a quelques jours à peine. Vous avez vu à quel point il était virulent, comment il critiquait les Iraniens et le Hezbollah en agitant le doigt et en disant « Vous ne pouvez pas vous mêler de nos affaires » et tout le reste. Mais devinez quoi? Qu'est-ce qu'il dit depuis 24 heures? Ah, qu'Israël ne peut pas avoir une sécurité totale et que la guerre n'est pas une solution. Avant, il disait qu'il voulait de bonnes relations avec Israël. En gros, s'il vous plaît, Israéliens, bombardez-nous si vous voulez, mais nous, on ne fera rien contre vous.
on sera un bon petit voisin. Mais le problème, c'est le Hezbollah et ces Iraniens à qui on reproche tout ce qu'Israël fait, en disant que c'est la faute du Hezbollah et de l'Iran. Maintenant, il a changé de position. Et s'il a changé, c'est parce que la pression monte sur lui, en tant que marionnette, en tant que relais de Washington, de Riyad et de Tel Aviv. Il sent cette pression, c'est évident. Et ça, c'est à cause de ce qu'a fait l'Iran, pas forcément à cause de la résistance ou de la constance du Hezbollah. Ça n'a pas bougé. Mais l'Iran, lui, a pris sa place comme puissance régionale. Il a tracé une ligne et il l'a fait respecter. Franchement, c'est impressionnant. Je regarde tous ces changements de position depuis une semaine et pour moi, c'est incroyable. After this week, to me, it's incredible.